Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver de retour sur le plateau de voyage au bout de la nuit pour ces quelques heures de lecture. Je suis avec vous ce soir sur D8 jusqu'aux toutes premières lueurs du jour et je vous propose de vous faire redécouvrir une œuvre de Henry Bale, plus connu sous le pseudonyme de Stendhal, que vous connaissez sûrement très probablement pour son œuvre qui s'intitule Le Rouge et le Noir, avec cette fameuse histoire d'amour entre le jeune et beau Julien Sorel et sa maîtresse, qui était donc une femme mariée, dénommée Madame de Rênal. Mais ce soir, moi, je vous propose de revisiter un recueil de nouvelles écrites à la fin du XIXe siècle, un petit peu moins connu, certes que Le Rouge et le Noir, mais tout aussi intéressante. Il s'agit donc des Chroniques italiennes. Une succession en fait de récits, vous allez voir, assez violents mais passionnés, qui mettront en scène toutes sortes de personnages, notamment Vittoria, une très belle jeune femme mais au destin tragique, ou encore François Senzi, un don Juan un petit peu, on va dire, sanguinaire, et toutes sortes encore d'affaires, de liaisons interdites entre comte et duchesse. Je vais reprendre la lecture juste après Davia. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver, de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, vous tapez hashtag VBN, mais tout de suite place à la lecture. Très belle nuit sur D8. Il faut savoir que le célèbre Monsignor Guerra allait souvent au palais Cenci. Il était d'une taille élevée, d'ailleurs fort bel homme. Il avait reçu ce don spécial de la destinée, qu'à quelque chose qu'il voulût s'appliquer, il s'en tirait avec une grâce toute particulière. On a supposé qu'il aimait Béatrix et avait le projet de quitter la Monteletta et de l'épouser. Mais quoiqu'il prît soin de cacher ses sentiments avec une attention extrême, il était exécré de François Senzi, qui lui reprochait d'avoir été fort lié avec tous ses enfants. Quand Monsignor Guerra apprenait que le signor Senzi était hors de son palais, il montait à l'appartement des dames, passait plusieurs heures à discourir avec elles et à écouter leurs plaintes, des traitements incroyables auxquels toutes les deux étaient en butte. Il paraît que Béatrix, la première, osa parler de vive voix à Monsignor Guerra du projet auquel elle s'était arrêtée. Avec le temps, il y donna les mains, et vivement pressé à diverses reprises par Béatrix, il consentit enfin à communiquer cet étrange dessein à Giacomo Senzi, sans le consentement duquel on ne pouvait rien faire, puisqu'il était le frère aîné et chef de la maison, après François. On trouva de grandes facilités à l'attirer dans la conspiration. Il était extrêmement maltraité par son père, qui ne lui donnait aucun secours, chose d'autant plus sensible à Giacomo, qu'il était marié et qu'il avait 6 enfants. On choisit, pour s'assembler et traiter des moyens de donner la mort à François Senzi, l'appartement de Monsignor Guerra. L'affaire se traita avec toutes les formes convenables, et l'on prit sur toute chose le vote de la belle-mère et de la jeune fille. Quand enfin le pari fut arrêté, on fit choix de deux vassaux de François Senzi, lesquels avaient conçu contre lui une haine mortelle. L'un d'eux s'appelait Martio. C'était un homme de cœur, fort attaché aux malheureux enfants de François, et pour faire quelque chose qui leur fût agréable, il consentit à prendre part au parricide. Olimpio, le second, avait été choisi pour châtelain de la forteresse de la Patrella, au royaume de Naples, par le prince Colonna. Mais pour son crédit tout-puissant auprès du prince, François Senzi l'avait fait chasser. On convint de toutes choses avec ces 2 hommes. François Senzi ayant renoncé que, pour éviter le mauvais air de Rome, il irait passer l'été suivant dans cette forteresse de la Petrella, et on eut l'idée de réunir une douzaine de bandits napolitains. Olimpio se chargea de les fournir. On décida qu'on les ferait cacher dans les forêts voisines de la Petrella, qu'on les avertirait du moment où François Senzi se mettait en chemin, et qu'il l'enlèverait sur la route,
et ferait annoncer à sa famille qu'il le délivrerait, moyennant une forte rançon. Alors, les enfants seraient obligés de retourner à Rome pour amasser la somme demandée par les brigands. Ils devaient feindre de ne pas pouvoir trouver cette somme avec rapidité, et les brigands, suivant leurs menaces, ne voyant point arriver l'argent, auraient mis à mort François Censi. De cette façon, personne ne devait être amené à soupçonner les véritables auteurs de cette mort. Mais l'été venu, lorsque François Censi partit de Rome pour la Petrella, l'espion qui devait donner avis du départ avertit trop tard les bandits placés dans les bois. Ils n'eurent pas le temps de descendre sur la grande route. Censi arriva sans encombre à la Petrella. Les brigands, las d'attendre une proie douteuse, allèrent voler ailleurs pour leur propre compte. De son côté, Censi, vieillard sage et soupçonneux, ne se hasardait jamais à sortir de la forteresse. Et sa mauvaise humeur, augmentant avec les infirmités de l'âge, qui lui étaient insupportables, il redoublait les traitements atroces qu'il faisait subir aux deux pauvres femmes. Il prétendait qu'elles se réjouissaient de sa faiblesse. Béatrix, poussée à bout par les choses horribles qu'elle avait à supporter, fit appeler sous les murs de la forteresse Marzio et Olimpio. Pendant la nuit, tandis que son père dormait, elle leur parla d'une fenêtre basse et leur jeta des lettres qui étaient adressées à Monsignor Guerra. Au moyen de ces lettres, il fut convenu que Monsignor Guerra promettait à Marzio et à Olimpio 1000 piastres s'ils voulaient se charger eux-mêmes de mettre à mort François Censi. Un tiers de la somme devait être payé à Rome, avant l'action, par Monsignor Guerra, et les 2 autres tiers par Lucrèce et Béatrix, lorsque, la chose faite, elle serait maîtresse du coffre-fort de Censi. Il fut convenu de plus que la chose aurait lieu le jour de la nativité de la Vierge, et à cet effet, ces 2 hommes furent introduits, avec adresse, dans la forteresse. Mais Lucrèce fut arrêtée par le respect dû à une fête de la Madone, et elle engagea Béatrix à différer d'1 jour, afin de ne pas commettre un double péché. Ce fut donc le 9 septembre 1598, dans la soirée que la mère et la fille, ayant donné de l'opium avec beaucoup de dextérité à François Censi, cet homme si difficile à tromper, il tomba dans un profond sommeil. Vers minuit, Béatrix introduisit elle-même dans la forteresse Marzio et Olimpio. Ensuite, Lucrèce et Béatrix les conduisirent dans la chambre du vieillard, qui dormait profondément. Là, on les laissa afin qu'ils effectuassent ce qui avait été convenu, et les 2 femmes allèrent attendre dans une chambre voisine. Tout à coup, elles virent revenir ces 2 hommes avec des figures pâles et comme hors d'eux-mêmes. « Qu'y a-t-il de nouveau » s'écrièrent les femmes. « Que c'est une bassesse, c'était une honte, répondit-il, de tuer un pauvre vieillard endormi. La pitié nous a empêchés d'agir. » En entendant cette excuse, Béatrice fut saisie d'indignation et commença à les injurier en disant « Donc, vous autres hommes, bien préparés à une telle action, vous n'avez pas le courage de tuer un homme qui dort. Bien moins encore oseriez-vous le regarder en face s'il était éveillé. Et c'est pour en finir ainsi que vous osez prendre de l'argent. Eh bien, puisque votre lâcheté le veut, moi-même, je tuerai mon père. Et quant à vous autres, vous ne vivrez pas longtemps. » Animés par ce peu de paroles fulminantes, craignant quelque diminution dans le prix convenu, les assassins rentrèrent résolument dans la chambre et furent suivis par les femmes. L'un d'eux avait un grand clou qu'il posa verticalement sur l'œil du vieillard endormi. L'autre, qui avait un marteau, lui fit entrer ce clou dans la tête. On fit entrer de même un autre grand clou dans la gorge, de façon que cette pauvre âme chargée de tant de péchés récents fut enlevée par les diables. Les corps se débattit, mais en vain. La chose faite, la jeune fille donna à Olimpio une grosse bourse remplie d'argent. Elle donna à Marzio un manteau de drap garni d'un galon d'or qui avait appartenu à son père, et elle les renvoya. Les femmes, restées seules, commencèrent par retirer ce grand clou enfoncé dans la tête du cadavre et celui qui était dans le cou. Ensuite,
ayant enveloppé le corps dans un drap de lit, elles le traînèrent à travers une longue suite de chambres jusqu'à une galerie qui donnait sur un petit jardin abandonné. De là, elles jetèrent le corps sur un grand sureau qui croissait en ce lieu solitaire. Comme il y avait des lieux à l'extrémité de cette petite galerie, elles espèrent que lorsque le lendemain on trouverait le corps du vieillard tombé dans les branches du sureau, on supposerait que le pied lui avait glissé et qu'il était tombé en allant au lieu. La chose arriva précisément comme elle l'avait prévu. Le matin, lorsqu'on trouva le cadavre, il s'éleva une grande rumeur dans la forteresse. Elles ne manquèrent pas de jeter de grands cris, de pleurer la mort si malheureuse d'un père et d'un époux. Mais la jeune Béatrix avait le courage de la pudeur offensée et non la prudence nécessaire dans la vie. Dès le grand matin, elle avait donné à une femme qui blanchissait le linge dans la forteresse un drap taché de sang, lui disant de ne pas s'étonner d'une telle quantité de sang parce que toute la nuit, elle avait souffert d'une grande perte, de façon que, pour le moment, tout se passa bien. On donna une sépulture honorable à François. Et les femmes revinrent à Rome jouir de cette tranquillité qu'elles avaient désirée en vain depuis si longtemps. Elles se croyaient heureuses à jamais, parce qu'elles ne savaient pas ce qui se passait à Naples. La justice de Dieu, qui ne voulait pas qu'un parricide si atroce restât sans punition, fit qu'aussitôt qu'on apprit en cette capitale ce qui s'était passé dans la forteresse de la Pétréia, le principal juge eut des doutes et envoya un commissaire royal pour visiter le corps et faire arrêter les gens soupçonnés. Le commissaire royal fit arrêter tous ceux qui habitaient dans la forteresse. Tout ce monde fut conduit à Naples, enchaîné. Et rien ne parut suspect dans les dépositions, si ce n'est que la blanchisseuse dit avoir reçu de Béatrix un drap ou des draps ensanglantés. On lui demanda si Béatrix avait cherché à expliquer ces grandes taches de sang. Elle répondit que Béatrix avait parlé d'une indisposition naturelle. On lui demanda si des taches d'une telle grandeur pouvaient provenir d'une telle indisposition. Elle répondit que non, que les taches sur le drap étaient d'un rouge trop vif. On envoya sur le champ ce renseignement à la justice de Rome. Et cependant, il se passa plusieurs mois avant que l'on songeât parmi nous à faire arrêter les enfants de François Censi. Lucrèce, Béatrix, Giacomo eussent pu 1000 fois se sauver, soit en allant à Florence, sous le prétexte de quelques pèlerinages, soit en s'embarquant à Civita Vecchia. Mais Dieu leur refusa cette inspiration salutaire. Monseigneur Guérin, ayant eu avis de ce qui se passait à Naples, mit sur le champ, en campagne, des hommes qu'il chargea de tuer Marzio et Olympio, mais le seul Olympio put être tué à Terni. La justice napolitaine avait fait arrêter Marzio, qui fut conduit à Naples, où, sur le champ, il avoua toute chose. Cette déposition terrible fut aussitôt envoyée à la justice de Rome, laquelle se détermina enfin à faire arrêter et conduire à la prison de Corte Savella Jacques et Bernard Censi, les seuls fils survivants de François, ainsi que Lucrèce, sa veuve. Béatrix fut gardée dans le palais de son père par une grosse troupe de sbires. Marzio fut amené de Naples et placé, lui aussi, dans la prison Savella. Là, on le confronta aux deux femmes qui nièrent tout avec constance, et Béatrix en particulier ne voulut jamais reconnaître le manteau galonné qu'elle avait donné à Marzio. Celui-ci, pénétré d'enthousiasme pour l'admirable beauté et l'éloquence étonnante de la jeune femme, répondant au juge, nia tout ce qu'il y avait à Naples. On le mit à la question, il n'avoua rien et préféra mourir dans les tourments. Juste hommage à la beauté de Béatrix. Après la mort de cet homme, le corps du délit n'étant point prouvé, les juges ne trouvèrent pas qu'il y eût raison suffisante pour mettre à la torture soit les deux fils de Censi, soit les deux femmes.
On les conduisit tous les quatre au château Saint-Ange, où ils passèrent plusieurs mois fort tranquilles. Tout semblait terminé, et personne ne doutait plus dans Rome que cette jeune fille si belle, si courageuse, qui avait inspiré un si vif intérêt, ne fut bientôt mise en liberté lorsque, par malheur, la justice vint à arrêter le brigand qui, à Terni, avait tué Olympio. Conduit à Rome, cet homme avoua tout. Monsignor Guerra, si étrangement compromis par l'aveu du brigand, fut cité à comparaître sous le moindre délai. La prison était certaine et probablement la mort. Mais cet homme admirable à qui la destinée avait donné de savoir bien faire toutes choses parvint à se sauver d'une façon qui tient du miracle. Il passait pour le plus bel homme de la cour du pape. Il était trop connu dans Rome pour pouvoir espérer de se sauver. D'ailleurs, on faisait bonne garde aux portes, et probablement dès le moment de la citation, sa maison avait été surveillée. Il faut savoir qu'il était fort grand. Il avait le visage d'une blancheur parfaite, une belle barbe blonde, des cheveux admirables de la même couleur. Avec une rapidité inconcevable, il gagna un marchand de charbon, prit ses habits, se fit raser la tête, la barbe, se teignit le visage, acheta 2 ânes et se mit à courir les rues de Rome et à vendre du charbon en boitant. Il prit admirablement un certain air grossier et hébété et allait criant partout son charbon avec la bouche pleine de pain et d'oignons, tandis que des centaines de sbires le cherchaient non seulement dans Rome, mais encore sur toutes les routes. Enfin, quand sa figure fut bien connue de la plupart des sbires, il osa sortir de Rome, chassant toujours devant lui ses 2 ânes chargés de charbon. Il rencontra plusieurs troupes de sbires qui n'eurent garde de l'arrêter. Et depuis, on n'a jamais reçu de lui qu'une seule lettre, sa mère qui lui avait envoyé de l'argent de Marseille, et on suppose qu'il avait fait la guerre en France comme soldat. La confession de l'assassin de Terni et cette fuite de Monsignor Guerra, qui produisit une sensation étonnante dans Rome, ranimèrent tellement les soupçons et même les indices contre les Cenci, qu'ils furent extraits du château Saint-Ange et ramenés à la prison Savella. Les 2 frères, mis à la torture, furent bien loin d'imiter la grandeur d'âme du brigand Marzio. Ils eurent la pusillanimité de tout avouer. La signora Lucrèce Petroni était tellement accoutumée à la mollesse, aux aisances du plus grand luxe, et d'ailleurs elle était d'une taille tellement forte qu'elle ne put supporter la question de la corde. Elle dit tout ce qu'elle savait. Mais il n'en fut pas de même de Béatrix Cenci, une jeune fille pleine de vivacité et de courage, et les bonnes paroles ni les menaces du juge Moscati n'y firent rien. Elle supporta les tourments de la corde sans un moment d'altération, et avec un courage parfait, jamais le juge ne put l'induire à une réponse qui la compromit le moins du monde. Et bien plus, par sa vivacité pleine d'esprit, elle confondit complètement ce célèbre Ulysse Moscati, juge chargé de l'interroger. Il fut tellement étonné des façons d'agir de cette jeune fille qu'il crut devoir faire rapport du tout à sa sainteté, le pape Clément VIII heureusement régnant. Sa sainteté voulut voir les pièces du procès et l'étudier. Elle craignit que le juge Ulysse Moscati, si célèbre pour sa profonde science et la sagacité si supérieure de son esprit, n'eût été vaincu par la beauté de Béatrix et ne la ménageât dans les interrogatoires. Il suivit de là que sa sainteté lui ôta la direction de ce procès et la donna à un autre juge plus sévère. En effet, ce barbare eut le courage de tourmenter sans pitié un si beau corps ad tortuaram capillorum, c'est-à-dire qu'on donna la question à Béatrix Cenci en la suspendant par les cheveux. Pendant qu'elle était attachée à la corde, ce nouveau juge fit paraître devant Béatrix sa belle-mère et ses frères, aussitôt que Giacomo et la signora Lucrèce la virent. « Le péché est commis, lui crièrent-ils. Il faut faire aussi la pénitence et ne pas se laisser déchirer le corps par une vaine obstination. » « Donc, vous voulez couvrir de honte notre maison, répondit la jeune fille, et mourir avec ignominie. Vous êtes dans une grande erreur, mais puisque vous le voulez, eh bien qu'il en soit ainsi.
et s'étant tournée vers les sbires. « Détachez-moi, leur dit-elle, et qu'on me lise l'interrogatoire de ma mère. J'approuverai ce qui doit être approuvé, et je nierai ce qui doit être nié. » Ainsi fut fait. Elle avoua tout ce qui était vrai. Aussitôt, on ôta les chaînes à tous, et parce qu'il y avait 5 mois qu'elle n'avait vu ses frères, elle voulut dîner avec eux. Ils passèrent tous 4 une journée fort gaie. Mais le jour suivant, ils furent séparés de nouveau. Les 2 frères furent conduits à la prison de Tordinona, et les femmes restèrent à la prison Savella. Notre Saint-Père, le pape, ayant vu l'acte authentique contenant les aveux de tous, ordonna que sans délai il fût attaché à la queue de chevaux indomptés et ainsi mis à mort. Rome entière frémit en apprenant cette décision rigoureuse. Un grand nombre de cardinaux et de princes allèrent se mettre à genoux devant le pape, le suppliant de permettre à ces malheureux de présenter leur défense. « Et eux, ont-ils donné à leur vieux père le temps de présenter la sienne ?» répondit le pape indigné. Enfin, par grâce spéciale, il voulut bien accorder un sursis de 25 jours. Aussitôt, les premiers avocats de Rome se mirent à écrire dans cette cause qui avait rempli la ville de trouble et de pitié. Le 25e jour, ils parurent tous ensemble devant sa sainteté. Niccolò de Angalis parla le premier, mais il avait à peine lu 2 lignes de sa défense que Clément VIII l'interrompit. « Donc, dans Rome, s'écria-t-il, on trouve des hommes qui tuent leur père et ensuite des avocats pour défendre ces hommes. » Tous restaient muets. Lorsque Farinacci osa élever la voix. « Très Saint-Père, dit-il, nous ne sommes pas ici pour défendre le crime, mais pour prouver, si nous le pouvons, qu'un ou plusieurs de ces malheureux sont innocents du crime. » Le pape lui fit signe de parler. Il parla 3 grandes heures, après quoi le pape prit leurs écritures à tous et les renvoya. Comme il s'en allait, l'Altieri marchait le dernier. Il eut peur de s'être compromis et alla se mettre à genoux devant le pape en disant « Je ne pouvais pas faire moins que de paraître dans cette cause, étant avocat des pauvres. » À quoi le pape répondit « Nous ne nous étonnons pas de vous, mais des autres. » Le pape ne voulut point se mettre au lit, mais passa toute la nuit à lire les plaidoyers des avocats, se faisant aider en ce travail par le cardinal de Saint-Marcel. Sa sainteté parut tellement touchée que plusieurs conçurent quelques espoirs pour la vie de ces malheureux. Afin de sauver les fils, les avocats rejetaient tout le crime sur Béatrix, comme il était prouvé dans le procès que plusieurs fois son père avait employé la force dans un dessein criminel. Les avocats espéraient que le meurtre lui serait pardonné à elle, comme se trouvant dans le cas de légitime défense, s'il en était ainsi, l'auteur principal du crime obtenant la vie. Comment ses frères qui avaient été séduits par elle pouvaient-ils être punis de mort? Après cette nuit donnée à ses devoirs de juge, Clément VIII ordonna que les accusés fussent reconduits en prison et mis au secret. Cette circonstance donna de grandes espérances à Rome, qui dans toute cette cause ne voyait que Béatrix. Il était avéré qu'elle avait aimé Monseigneur Guéra, mais n'avait jamais transgressé les règles de la vertu la plus sévère. On ne pouvait donc, en véritable justice, lui imputer les crimes d'un monstre, et on la punirait parce qu'elle avait usé du droit de se défendre. Qu'eût-on fait si elle eût consenti? Fallait-il que la justice humaine vînt augmenter l'infortune d'une créature si aimable, si digne de pitié et déjà si malheureuse? Après une vie si triste qui avait accumulé sur elle tous les genres de malheur avant qu'elle eût 16 ans, n'avait-elle pas droit enfin à quelques jours moins affreux? Chacun dans Rome semblait chargé de sa défense. N'eût-elle pas été pardonnée si, la première fois que François Censi tenta le crime, elle l'eût poignardé? Le pape Clément VIII était doux et miséricordieux. Nous commencions à espérer qu'un peu honteux de la boutade qui lui avait fait interrompre le plaidoyer des avocats, il pardonnerait à qui avait repoussé la force par la force, non pas à la vérité au moment du premier crime, mais lorsqu'on le tentait de le commettre de nouveau.
Rome tout entière était dans l'anxiété lorsque le pape reçut la nouvelle de la mort violente de la marquise Constance Santa Croce. Son fils, Paul Santa Croce, venait de tuer à coups de poignard cette dame âgée de 60 ans parce qu'elle ne voulait pas s'engager à le laisser hériter de tous ses biens. Le rapport ajoutait que Santa Croce avait pris la fuite et que l'on ne pouvait conserver l'espoir de l'arrêter. Le pape se rappela le fratricide des Massini commis peu de temps auparavant. Désolé de la fréquence de ces assassinats commis sur des proches parents, sa sainteté ne crut pas qu'il lui fût permis de pardonner. En recevant ce fatal rapport sur Santa Croce, le pape se trouvait au palais de Monte Cavallo, où il était le 6 septembre. Pour être plus voisin, la matinée suivante de l'église de Sainte-Marie des Anges, où il devait consacrer comme évêque un cardinal allemand. Le vendredi à 22h, 4h du soir, il fit appeler Ferrante Taverna, gouverneur de Rome, et lui dit ses propres paroles. « Nous vous remettons l'affaire des Censi, afin que justice soit faite par vos soins et sans nul délai. » Le gouverneur revint à son palais, fort touché de l'ordre qu'il venait de recevoir. Il expédia aussitôt la sentence de mort et rassembla une congrégation pour délibérer sur le mode d'exécution. Samedi matin, 11 septembre 1599, les premiers seigneurs de Rome, membres de la confrérie des Confortatori, se rendirent aux 2 prisons, à Corte Savella, où étaient Béatrix et sa belle-mère, et à Tordinona, où se trouvaient Jacques et Bernard Sanzi. Pendant toute la nuit du vendredi au samedi, les seigneurs romains qui avaient su ce qui se passait ne firent autre chose que courir du palais de Monte Cavallo à ceux des principaux cardinaux, afin d'obtenir au moins que les femmes fussent mises à mort dans l'intérieur de la prison, et non sur un infâme échafaud. Que l'on fit grâce au jeune Bernard Sanzi, qui, à peine âgé de 15 ans, n'avait pu être admis à autre confidence. Le noble cardinal Sforza s'est surtout distingué par son zèle dans le cours de cette nuit fatale, mais quoique prince si puissant, il n'a pu rien obtenir. Le crime de Santa Croce était un crime vil, commis pour avoir de l'argent, et le crime de Béatrix fut commis pour sauver l'honneur. Pendant que les cardinaux les plus puissants faisaient tant de pas inutiles, Farinacci, notre grand juriste consulte, a bien eu l'audace de pénétrer jusqu'au pape. Arrivé devant sa sainteté, cet homme étonnant a eu l'adresse d'intéresser sa conscience, et enfin, il a arraché à force d'importunité la vie de Bernard Sanzi. Lorsque le pape prononça ce grand mot, il pouvait être 4h du matin, le samedi 11 septembre. Toute la nuit, on avait travaillé sur la place du pont Saint-Ange aux préparatifs de cette cruelle tragédie. Cependant, toutes les copies nécessaires de la sentence de mort ne purent être terminées qu'à 5h du matin, de façon que ce ne fut qu'à 6h que l'on put aller annoncer la fatale nouvelle à ces pauvres malheureux qui dormaient tranquillement. La jeune fille, dans les premiers moments, ne pouvait même trouver des forces pour s'habiller. Elle jetait des cris perçants, continuels, se livrait sans retenue au plus affreux désespoir. « Comment est-il possible ? Mon Dieu !» s'écriait-elle, « qu'ainsi à l'improviste je doive mourir. » Lucrèce Petroni, au contraire, ne dit rien que de fort convenable. D'abord, elle pria à genoux, puis exhorta tranquillement sa fille à venir avec elle à la chapelle, où elles devaient toutes deux se préparer à ce grand passage de la vie à la mort. Et je vous propose de terminer cet épisode tout de suite, mais de se retrouver prochainement pour la suite des chroniques italiennes de Stendhal. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en tapant #VBN ou également sur le site de la chaîne www.d8.tv. Très bonne journée pour ceux qui se lèvent ou très belle nuit sur D8.